Félicitations, docteur. Oui, félicitations à vous aussi, ouais, à tous les Ivoiriens. En tout cas, félicitations à tous les Ivoiriens. Bon, les Ivoiriens, on le dit, voilà, qui sont face à une vague de chaleur, mais vraiment intense, qui frappe en ce moment le pays. Et justement, pour leur inculquer de bonnes pratiques, hein, pour se réhydrater pendant cette période. Vous êtes là aujourd'hui avec nous pour en parler. Docteur Dakia, justement, cette vague de chaleur qui est en train de nous faire à tous un peu du tort, hein, parce qu'on a l'impression qu'il y a un deuxième soleil, hein, comme le disait quelqu'un, qu'il y a un deuxième soleil qui est en train de nous frapper ces temps-ci. Quand on marche, on a l'impression que le soleil s'en prend à nous seuls. C'est quoi exactement cette vague de chaleur-là? Eh bien, cette vague de chaleur-là, selon la Sodexam, oui, c'est une société ici en Côte d'Ivoire qui s'occupe de météorologie, voilà, provient de tout ce qu'on appelle changement climatique. Hein. Oui. Donc, c'est un fort ensoleillement en cette période-là. Et donc, qui nous met mal à l'aise, voilà. Il y a aussi le feu de brousse. On est en période d'harmattan. Oui. Il y a aussi ce qu'on appelle le vent de l'harmattan, qui est un vent froid et sec. Tout ce qui est sec, en passant, ça prend de l'eau, oui, ça dessèche. Voilà. Donc, tout ça mis ensemble, on ressent une forte vague de chaleur qui a tendance à déshydrater tout le monde. Il y a aussi les conditions de vie de chacun. Oui. Il y en a même, s'il pleut, ils ne boivent pas suffisamment d'eau. Oui. C'est quand ils mangent qu'ils boivent. Oui. Donc, il y a aussi là une déshydratation, on va dire, par le comportement alimentaire. Oui. Voilà. Il y a aussi des habits, on va dire, qui sont en plastique ou en latex ou en tergale, qui sont serrés sur le corps. Voilà. Non, la couleur peut attirer la chaleur. Donc, on a un habit noir, ça attire la chaleur. Quand on a un habit plus ou moins blanc, ça repousse la chaleur. Oui. Donc, les habits noirs attirent la chaleur, mais aussi il y a la qualité du tissu qui peut vous faire suer. Et dès qu'on sue, on perd de l'eau. Quand on perd de l'eau, on est déshydraté. Bien. Donc, voilà un peu des questions climatiques et des questions de mode de vie ou d'habillement. Oui. Voilà. Donc justement, on a mis les pieds dans le plat hein, en parlant des situations qui exposent à la chaleur. Vous avez parlé des vêtements et puis des habitudes. Des habitudes aussi qu'il faut changer peut-être hein, en cette période pour mieux se réhydrater et éviter plutôt de subir hein, les conséquences néfastes de cette vague de chaleur-là. Donc, pour parler des situations qui exposent à la déshydratation, vous avez évoqué deux cas. Hein. Donc déjà, le fait de ne pas se réhydrater régulièrement et puis de porter aussi des vêtements qui attirent la chaleur. Est-ce qu'il y en a d'autres qu'on pourrait évoquer? Je pense qu'on a fait le tour. On peut encore le dire, il y a l'ensoleillement, ça fait beaucoup de soleil, donc il faut se protéger, il faut porter un chapeau, il faut porter des lunettes, il faut se mettre à l'abri, voilà, au-dessous d'un arbre où ça se passe bien surtout. Les habits que vous portez, il faut porter plutôt des habits plus clairs, plus blancs. Voilà. Et puis en quelle matière principalement? C'est du coton, du lin, c'est plus aéré, plus ample, voilà. Et puis il faut boire régulièrement de l'eau. Il faut boire régulièrement de l'eau. Même quand on n'a pas soif, il faut boire régulièrement de l'eau. Et puis, comme on l'a dit, les habits en tergale, en tissu, en plastique, il faut faut éviter. Hein. Dans cette période. Voilà, dans cette période-là. Oui. Mais justement, pour les personnes qui travaillent, par exemple, dans des zones où elles n'ont pas le choix, qui sont des zones ensoleillées, qu'est-ce qu'elles doivent faire? Ben, ce qu'il faut faire, c'est, comme on l'a vu à la carte, il faut prendre des pauses de temps en temps pour se réhydrater. Voilà. Absolument. Parce que vous êtes un être vivant, vous êtes composé majoritairement d'eau. C'est près de 70% d'eau. Donc, pour un bon fonctionnement de l'organisme, il faut toujours apporter de l'eau. Il faut se reposer, il faut faire une pause à l'ombre et puis se réhydrater et puis se relancer. Maintenant, si vous ne pouvez pas, il faut aussi se protéger. Un petit chapeau, une casquette. Voilà, c'est pas pour faire le malin, c'est vraiment pour se protéger, c'est vraiment indiqué. Parce qu'aujourd'hui, avec la chaleur, là, quand on a une partie de notre corps qui est exposée au soleil, mais on le ressent tout de suite, ça brûle. Ça brûle, hein, ça brûle, ça donne des petits boutons même dans le dos. Voilà, c'est très désagréable. Donc, il faut vraiment se couvrir. Ok. Voilà. Maintenant, vous avez parlé de petits boutons et tout ça, on l'observe plus chez les enfants dans cette période de chaleur-là. Pour eux, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais en tant que nutritionniste diététicien, pour ce qui est de notre domaine, on recommande face à la déshydratation, la réhydratation. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le maître mot. Voilà. Le maître mot, c'est la réhydratation. Donc il faut avoir sa petite goutte sur le côté. C'est vrai qu'on boit à la maison, on boit quand on est en train de manger, ou bien quand on ressent une forte soif. Voilà.
Parce que quand on est déshydraté aussi, la conséquence, c'est les lèvres qui sont sèches. Hein. Donc les lèvres qui sont sèches, l'organisme vous dit d'apporter de l'eau. Donc tout de suite, vous buvez. Mais en dehors de ça, il faut régulièrement boire. Il faut avoir sa petite bouteille sur le côté, dans votre sac à main, pas loin de vous. Il faut régulièrement s'hydrater. Parce que ce qu'il faut savoir, qu'on ne perçoit pas toujours, comment est-ce que l'homme perd de l'eau. Voilà. Donc on perd de l'eau en faisant pipi. On perd de l'eau en suyant. On perd de l'eau en parlant. C'est-à-dire, si vous parlez, si vous parlez devant une vitrine, un miroir, vous allez tout de suite voir la vapeur, se déposer. Donc, ça montre tout de suite qu'on perd de l'eau. Donc, sans le savoir, on perd de l'eau. Donc, du coup, il faut boire de l'eau pour remplacer cette eau qu'on perd de façon permanente. Voilà. Donc, il faut boire régulièrement, il faut avoir sa petite bouteille sur le côté. Voilà. Ça permet de vous tenir en bonne forme. Justement, vous revenez à tout moment sur l'eau. Comment boire l'eau, justement, en journée? On nous a dit qu'il faut boire au moins 2 litres d'eau par jour, mais avec cette vague de chaleur, est-ce qu'on ne va pas aller au-delà de ces 2 litres d'eau? Déjà, il faut revenir à la normale. Voilà. C'est quoi la normale? La normale, nous recommandons 1,5 litre d'eau par jour. Moi, j'étais à 2 litres. Non, ce n'est pas mauvais. Voilà. C'est-à-dire que si je dis tout de suite, il faut boire beaucoup, ceux qui ne savent pas boire beaucoup vont se sentir un peu éliminés. Voilà. Donc, quand je parle de normal, déjà, assurez-vous de boire 1,5 litre d'eau. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'1,5 litre d'eau, c'est 6 verres normaux. Voilà. Donc, scientifiquement, c'est 250 litres le verre ou 300 millilitres. 250 millilitres ou 300 millilitres. On peut répartir un verre normal sur la journée tranquillement. Voilà. 6 verres d'eau. Et quand vous montez à 8 verres, ça fait 2 litres. Voilà. Donc, c'est une stratégie pour pouvoir tenir là-dedans. Maintenant, plus diététiquement, on peut faire une proportion. On peut faire un petit calcul pour dire, bon, par 30 kilos, il faut boire 1 litre. Voilà. Si vous avez 60 kilos, buvez 2 litres. Si vous avez 90 kilos, vous pouvez aller jusqu'à 3 litres. Donc, pour quelqu'un qui fait 100 kilos, il sait à peu près combien il doit boire? 3 litres et plus? 3 litres. Et quand il a soif, quand il peut aller, et qu'il y a des toilettes aussi à côté, parce qu'après, il faut... Parce qu'après, oui, il faut évacuer toute cette eau. Voilà. Donc, on peut se permettre de boire un peu plus. Voilà. Maintenant, vous avez parlé de boire d'eau, vous avez cité les verres et tout ça pour pouvoir évaluer ce qu'on consomme en termes d'eau. Est-ce que le contenant qu'on utilise pour boire l'eau joue un rôle essentiel, par exemple pour l'apport en énergie de l'eau qu'on consomme? Bon, il y a certaines croyances selon lesquelles les contenants en aluminium permettent d'avoir plus d'énergie, contrairement aux verres classiques. Le diététicien que vous êtes... Oui, on s'intéresse à tout ce qui rentre dans la bouche. Donc, de ce point de vue-là, on peut donner un avis. Voilà. Donc, l'eau, c'est d'abord de l'eau. Voilà. Donc, d'un récipient en verre, c'est inerte. La matière étant inerte, il n'y a pas d'impact, sauf que l'eau est bien conservée. Voilà. En aluminium, bon, c'est aussi de la physique. Hein. C'est de l'aluminium, il n'y a pas vraiment d'interaction. Voilà. Le fer, lui, il va rouiller. Ça, c'est bien connu. Voilà. Maintenant, il y a d'autres technologies qui peuvent influencer l'eau. Voilà. Mais cette technologie-là, il faut revêtir l'intérieur du récipient du magnésium. Ça, c'est un peu plus pointu. Mais rester seulement sur l'aluminium, il n'y a pas vraiment d'impact. Donc, il faut boire de l'eau, tout simplement. Il faut boire de l'eau, peu importe le contenant. Voilà. Maintenant, il y a des contenants plastiques qui sont... Il y a des plastiques alimentaires et des plastiques non alimentaires. Voilà. Un plastique non alimentaire, ce que nous craignons, c'est que la matière chimique puisse migrer dans l'eau. Voilà. Et quand vous buvez ça, bon, vous buvez de l'eau, mais avec une petite matière chimique qui n'est pas très... On voit en illustration une gourde qui, on le voit peut-être en caoutchouc. Est-ce que ça n'a pas d'impact sur l'eau qu'on boit? Oui, comme je l'ai dit, il y a des plastiques alimentaires qui sont résistants et qui ne relâchent pas leur matière chimique dans l'eau. Mais comment on fait pour savoir tout ça, docteur? Quelqu'un qui achète sa gourde au marché ou bien qui achète une bouteille d'eau minérale, bon, aujourd'hui on en a tellement sur le marché, comment on fait pour savoir que le contenant là, qui contient l'eau qu'on va boire peut-être peut rejeter des déchets dans l'eau qu'on va consommer? Bon, là, c'est tout un thème sur lequel on peut revenir. Bon, voilà, si vous voulez bien. Voilà. Mais sinon, à partir du moment où c'est réservé à l'alimentation, c'est-à-dire si on met de l'eau à boire là-dedans, on considère que l'industriel a utilisé un caoutchouc de type alimentaire. Voilà. Mais donc, quand c'est destiné à juste un emballage de tout et n'importe quoi, comme les petits sachets plastiques qu'on jette partout, bon, ça, c'est
tout usage. Oui. Ce n'est pas spécifiquement alimentaire. Voilà, là, on peut craindre. Voilà. Si c'est aussi pour faire du commerce, ah tiens, bon, il y a une opportunité pour emballer des aliments, là, on envoie tout et n'importe quoi, là aussi, on peut craindre. Okay. Voilà, donc voilà un peu. Mais sinon, on peut toujours revenir là-dessus, spécialement sur les types de plastique et la toxicologie alimentaire. Bon, en tout cas, on espère que ce qu'on consomme sur les marchés ne fait pas de rejet dans l'eau qu'on consomme. Maintenant, docteur, je veux dire, l'eau dont vous parlez, l'eau de robinet qu'on a à la maison, il n'y a aucun problème, ça permet de se réhydrater. Maintenant, on a toutes ces campagnes-là de com sur des eaux qui seraient composées d'éléments qui permettent de mieux réhydrater et tout ça. Sans citer de marque, est-ce que notre eau de robinet, on peut la consommer tranquillement et puis ça nous réhydrate? Oui. L'eau de robinet, ce qu'il faut savoir, c'est la moins chère et elle est de bonne qualité. Très bien. Voilà, ça c'est standard. Oui. Voilà. Maintenant, quitte à être trahi par la société de distribution d'eau. Mais sinon, à la base, dans la technologie de purification, de traitement, elle met à disposition de l'eau normale, donc qui est à bas prix et qui est bonne pour s'hydrater, pour boire. Voilà. Ensuite, il y a les eaux commerciales. Oui. Donc, dans l'esprit, c'est qu'on y a apporté un peu plus d'attention dans l'assainissement, dans la filtration, dans l'élimination. Voilà. Donc, c'est de l'eau et des minéraux qu'on doit laisser. Donc, du coup, on a tendance à prendre ça pour être sûr que c'est sécurisé. En tout cas, l'eau, c'est l'eau. Voilà. Sinon, à la base, l'eau, c'est l'eau. C'est-à-dire les eaux, il faut partir de l'eau de pluie, un peu au-dessus, l'eau de robinet. Oui. Et puis l'eau en bouteille, et puis aussi il y a des eaux technologiquement un peu transformées pour leur donner des capacités qui sont plus hydratantes, donc meilleures pour la santé. Ok, maintenant, je dis à condition que ce soit potable, bien évidemment, hein, toutes ces eaux-là. Oui, à la base, tout est potable. Maintenant, il y a des petits ajouts. Ok, maintenant, à côté de l'eau, docteur, il y a d'autres moyens pour se réhydrater, des liquides, mais qui ne sont pas forcément de l'eau. Tout à fait. De la noix de coco, par exemple, l'eau de coco, par exemple. Oui. L'eau de coco, c'est intéressant. Parce qu'actuellement, on en trouve beaucoup en Côte d'Ivoire, à nos carrefours, donc c'est intéressant d'en parler comme moyen de réhydratation. Oui. L'eau de coco est composée de 95% d'eau. Donc on retrouve toujours l'élément eau pour la réhydratation. Voilà. Ensuite, ça contient ce que nous on appelle scientifiquement des électrolytes, c'est des minéraux. Hein. Voilà. Parce qu'on est écouté aussi par des scientifiques, et puis bon, là, donc j'utilise les deux termes. Donc c'est des minéraux qui permettent des échanges musculaire, c'est-à-dire cellulaire, pour que l'eau puisse bien se déplacer en vous, pour aller là où il faut, pour travailler comme il faut. Donc il faut des minéraux. Oui. Donc c'est ce que nous on appelle les électrolytes en fait. Oui. Voilà. Donc l'eau de coco, non seulement contient de l'eau, à 95%, mais contient de bons minéraux qui sont des électrolytes et qui permettent de bien faire circuler l'eau en vous. Oui. Donc c'est un bon élément drainant ou hydratant. Donc c'est vraiment à conseiller aussi. Voilà. En plus de ça, ceux qui ne consomment pas beaucoup de minéraux, en buvant ça, apportent ces minéraux à leur corps. À leur organisme. Voilà. Donc il y a le magnésium, il y a le potassium. Le potassium, c'est bon pour réguler la tension, il faut le dire. Le magnésium, c'est bon pour booster l'immunité. Donc ça, c'est intéressant aussi. En s'hydratant. Oui. On apporte de l'énergie. Voilà, de la santé. Voilà. Et puis il y a du sucre aussi, qui permet aussi de booster. Et ceux qui ajoutent le jus de citron à l'eau de coco? Oui, dans le jus de citron, en alimentation, c'est toujours question de composition. Voilà. Donc il y a le goût acide, mais ce que moi je vois là-dedans, c'est la vitamine C. Oui. L'eau de coco contient de la vitamine C pour booster pour aller contre la fatigue, mais on ajoute encore de la vitamine C, et puis d'autres aiment le goût un peu acidulé. Voilà. Donc il n'est pas du tout mauvais. C'est pas déconseillé. Ce qui est déconseillé, c'est l'exagération du jus de citron pour ne pas provoquer un début d'ulcère. Voilà. Parce qu'il y en a quand ils apprennent que le citron, c'est bon, ils se font... et puis après, ils pleurent d'ulcère d'estomac. Donc c'est là seulement qu'il faut regarder. Mais une petite trace de jus de citron, ça c'est une question de goût. Et... Donc en somme, docteur Dakia, pour se réhydrater en cette période, il faut boire suffisamment d'eau, et l'eau de coco peut venir aussi en appoint pour pouvoir se réhydrater correctement en cette période de forte chaleur. Tout à fait. Donc je recommande qu'en cette période de forte chaleur, il faut s'hydrater correctement avec de l'eau, tout simplement, et avec de l'eau de coco ou du jus de coco.